Ne buvez pas ça! La voix d'Amélie fendit l'air comme une lame d'acier. Le luxueux salon se figea instantanément. Les coupes en cristal s'immobilisèrent en l'air. Les regards se tournèrent brusquement. Et le son du quatuor à cordes mourut subitement, laissant place à un silence sépulcral. Au centre de la scène, Victor Beaumont, l'homme le plus puissant de la région, tenait un verre de vin avec un sourire d'une confiance absolue, ce genre de sourire arrogant de celui qui croit que rien au monde ne peut l'atteindre. L'éclat doré des immenses lustres se reflétait sur son visage lorsqu'il fit tourner le verre, curieux, fixant la serveuse qui avait osé l'interrompre devant tout le monde. « Pardon ?» demanda-t-il, d'une voix basse, indulgente mais chargée de danger. Amélie respirait de façon saccadée, ses mains tremblant visiblement. « Monsieur, s'il vous plaît, ne buvez pas. » Le murmure se propagea comme une étincelle entre les tables. Des femmes vêtues de haute couture chuchotaient, scandalisées, derrière leurs éventails. Des hommes en costume sur mesure fronçaient les sourcils avec désapprobation. Le directeur, M. Lefebvre, blême comme un fantôme, courut vers elle. « Qu'est-ce que tu fais, Amélie? Excuse-toi tout de suite. » Mais elle ne bougea pas d'un millimètre. Elle avait les yeux rivés sur le verre. Quelque chose dans ce vin n'allait pas, son instinct hurlait. Elle avait senti l'odeur, une note amère, métallique, inconfondible, et le souvenir d'un sommelier agissant de manière suspecte, échangeant les bouteilles, lui brûlait encore l'esprit. « Ce vin n'est pas le même que celui qui a été servi aux autres tables, » dit-elle, la voix brisée par la tension, mais ferme dans sa conviction. Victor lâcha un rire étouffé, moqueur. « Vous insinuez que quelqu'un comme moi pourrait être empoisonné, ici, dans mon restaurant préféré ?» Le public rit avec lui, complice dans le mépris envers la jeune fille. Amélie restait immobile, une tache de peur et de courage au milieu de ce luxe scintillant. Le directeur la saisit fermement par le bras. « Ça suffit, va en cuisine. » Mais Victor leva la main, feignant l'intérêt. « Non, je veux entendre. Pourquoi pensez-vous que je ne devrais pas boire ?» Amélie regarda autour d'elle. Tout le monde l'observait comme si elle était une attraction de cirque. Les cœurs battants, les caméras des téléphones portables commençant à enregistrer discrètement la scène. Parce que quelqu'un veut que vous mouriez lentement et que personne ne s'en aperçoive. Silence absolu. Le rire disparut de l'atmosphère. Victor abaissa le verre un instant, les yeux mi-clos, calculateur. Puis il sourit à nouveau, froid, incrédule. « Ma petite, si je croyais à chaque théorie du complot d'une serveuse effrayée, je serais mort d'ennui depuis bien longtemps. » Le verre remonta vers ses lèvres. Amélie fit un pas en avant, désespérée. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. » Mais le salon entier retint son souffle, divisé entre le scandale du moment et la peur paralysante qu'elle dise la vérité. Si vous aimez les histoires qui vous donnent la chair de poule et font battre le cœur plus vite, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Vous ne voudrez pas manquer le prochain choc de réalité. Le vin coula le long du poignet d'Amélie, froid, dense, laissant une traînée rouge sombre sur sa peau pâle. Le contact réveilla un tremblement et avec lui, les souvenirs qu'elle tentait de garder enfouis au plus profond d'elle-même. Soudain, le son du salon disparut. Il ne restait que l'écho d'une vieille promesse et le visage de sa mère, dans une chambre humble, lui tenant la main. Amélie, ne baisse jamais la tête devant la peur. Le timbre doux de sa mère pulsait encore vivant dans son esprit. Le souvenir vint rapide, tranchant comme un flash. Le passé l'engloutit complètement. Elle avait 17 ans lorsqu'elle servait des tables dans un petit bistrot de banlieue. L'odeur de cuisine simple et les rires bruyants des clients emplissaient l'air de ce lieu modeste. « Un jour, je travaillerai dans un vrai grand restaurant, maman », disait-elle avec enthousiasme. Sa mère riait, fatiguée par la vie, mais pleine d'espoir. « Tu le feras, ma fille, mais promets-moi une chose, ne change pas qui tu es. » Amélie tenait la petite bouteille de soda qu'elle partageait. « Je le promets. » Ce rêve était tout ce qu'elles avaient. Des mois plus tard, le bistrot ferma ses portes pour toujours.
Amélie obtint une place dans un restaurant meilleur, élégant, avec des serviettes pliées comme des sculptures d'art. Elle croyait que son avenir commençait là. Le gérant était un homme beau parleur qui disait toujours « Celle qui se tait monte vite ». Et elle, naïve, le crut. Elle travaillait doublement, nettoyait, servait, souriait sans cesse, jusqu'au jour où elle surprit ce même gérant en train de vendre des vins frelatés et alerta discrètement le propriétaire. La semaine suivante, elle fut renvoyée pour faute de conduite. Elle lutta pour s'expliquer, supplia. « J'ai juste essayé de faire ce qui était juste. » L'homme lui rit au nez. « Juste pour qui, gamine ?» Ce jour-là, elle comprit le prix d'essayer d'être honnête dans un monde où le silence valait plus que l'or. Elle sortit de là en jurant que, si un jour elle voyait quelque chose d'incorrect à nouveau, elle ne resterait jamais silencieuse. C'est ainsi que, des mois plus tard, elle obtint une chance là où personne ne croyait qu'elle arriverait. Le Grand Palais, le restaurant le plus luxueux et exclusif de la ville. Elle entra la tête basse, l'uniforme amidonné, les chaussures usées et le cœur électrique d'émotion. Elle se souvenait de chaque instruction. Les clients sont des rois. Ne regardez pas trop, ne parlez pas trop. Et elle suivit tout à la lettre jusqu'à l'arrivée de M. Victor Beaumont. Il était impossible de ne pas le remarquer. Sa présence dominait le salon. Le sommelier Julien le servait avec une révérence presque théâtrale, exagérée. Amélie observait de loin, et plus d'une fois, elle remarqua des attitudes étranges, des bouteilles échangées en silence, des petits papiers cachés dans la poche du gilet. Un certain soir, seule dans la cave, elle entendit la voix de Julien. « Tout est prêt. Le vin spécial a déjà été mis de côté. » Un second homme répondit à voix basse, presque un murmure. « Personne ne se doutera de rien. Le corps lâchera par le cœur, pas par le verre. » Le cœur d'Amélie faillit s'arrêter. Elle resta immobile entre des caisses de cristal importées, les mains moites de sueur froide. Puis elle s'enfuit précipitamment, sans comprendre comment quelqu'un pouvait parler de mort dans un endroit aussi beau. Tout cela traversa son esprit en quelques secondes. Le salon du présent revint comme un coup de lumière aveuglant. Victor tenait encore le verre en l'air. Le sommelier l'observait avec un petit sourire nerveux au coin des lèvres. Amélie sentit son cœur battre dans sa gorge. Le son lointain des couverts sur la porcelaine ressemblait au tonnerre. Tout cela traversa son esprit en une seconde. Elle inspira profondément. La même odeur métallique, la même sensation de danger imminent. Elle regarda Julien. Le sommelier détourna le regard rapidement. Le frisson le long du corps d'Amélie devint une certitude absolue. Victor fit tourner le vin lentement sur le point de le boire. Amélie fit un autre pas, décidée. La promesse faite des années auparavant brûlait vive en elle, ne jamais baisser la tête devant la peur. Amélie sentait ses jambes trembler, mais elle maintint ses yeux fixés sur la coupe en cristal. Victor l'observait avec un mélange de curiosité et de mépris, la base du verre tintant contre la table en marbre. Le salon entier attendait le dénouement de cette scène absurde. Elle savait que si elle se trompait d'un seul mot, elle serait ruinée pour toujours. Mais si elle restait silencieuse, quelqu'un mourrait. « S'il vous plaît, monsieur, » répéta-t-elle, la voix brisée mais ferme. « Il y a quelque chose qui ne va pas avec le vin. » Victor haussa un sourcil, incrédule. « Qui ne va pas ?» Il leva le verre, huma le liquide, le fit tourner avec une élégance étudiée. « Il sent comme un grand cru français de 10 000 €. Voulez-vous me dire ce qu'il y a exactement de mauvais, mademoiselle ?» Amélie avala sa salive avec difficulté. L'odeur, elle a une note amère. J'ai vu le sommelier échanger les bouteilles. Un murmure de stupeur se propagea dans la salle. Julien, le sommelier, fit un pas en avant, son sourire impeccable intact. « Monsieur, je demande pardon pour ce spectacle. Cette jeune fille semble être altérée. »« Altérée ?» répondit Amélie, haussant trop la voix. « Je t'ai vu, tu as pris la bouteille sur la mauvaise étagère. » Le directeur, monsieur Lefebvre, s'approcha anxieux. « Amélie, ça suffit, tu confonds tout. »
Mais Victor leva la main, faisant taire l'homme. « Non, laissez-la parler, je suis curieux. » Son regard la transperçait. Amélie sentit le poids du jugement collectif, comme si chaque regard disait la même chose. Pour qui se prend-elle? Une simple serveuse, interrompant un magnate au beau milieu d'un toast. Elle respira profondément. « Tout ce que je demande, c'est que monsieur ne boive pas encore. Juste ça. » Victor éclata de rire. « Et je devrais croire une serveuse à l'odorat sensible ?» Les invités rirent avec lui, feignant de ne pas sentir le malaise du moment. Amélie serra les poings, tentant de retenir ses larmes de rage. Monsieur peut rire, mais il court un danger de mort. Il se pencha en avant, menaçant. « Sais-tu ce qui différencie les gens comme moi des gens comme toi, Amélie? Je ne vis pas dans la peur, et je ne laisserai jamais une employée hystérique gâcher mon moment. » Il leva le verre. Amélie fit un pas, prête à l'en empêcher physiquement. Soudain, le garde du corps Paul posa la main sur son épaule, l'arrêtant. « Hé, du calme. Tout va bien ?» murmura-t-il, essayant de la protéger de la honte imminente. Mais Victor but une petite gorgée, théâtralement. Le salon poussa un soupir collectif de soulagement. Amélie se couvrit la bouche, le cœur battant la chamade. Victor avala, posa le verre et sourit. « Tu vois, il ne s'est rien passé. » Son rire résonna, tranchant comme du verre brisé. Cette nuit-là, après que tout le monde fut retourné à ses conversations banales, Amélie fut emmenée en cuisine sans ménagement. Le directeur ferma la porte derrière elle, le visage rouge de colère. « Tu as complètement perdu la tête, Amélie. Interrompre M. Beaumont devant 50 invités VIP. J'ai juste essayé de le sauver. J'ai vu Julien échanger. Julien travaille ici depuis 10 ans. Tu crois qu'il empoisonnerait un client et encore moins notre meilleur mécène? Je sais ce que j'ai vu. Tu n'as rien vu du tout, compris? » La phrase de Lefebvre trancha l'air. Le silence qui suivit fut étouffant. Amélie regarda autour d'elle, des cuisiniers feignant de ne pas entendre, des serveurs évitant son regard. La peur était la même chez tous. Le directeur baissa le ton, menaçant. « Écoute, je te le répète, si tu veux garder ton poste, tu sors, tu présentes tes excuses en salle et tu dis que tu étais nerveuse. » Mentir. C'est ça ou tu peux ramasser tes affaires tout de suite. Amélie sentit son estomac se retourner. Lorsqu'elle tenta de répondre, Julien entra dans la cuisine. Son sourire était calme, calculateur. « Tout est réglé, monsieur Lefebvre. Monsieur Beaumont est déjà au dessert. Il a dit qu'il ne garde pas rancune. Si elle apprend à rester à sa place. » Amélie s'approcha de lui, défiante. « Tu as échangé les bouteilles, Julien. Je l'ai vu. »« Tu l'as vu, hein ?» Il croisa les bras avec arrogance. « Et où sont tes preuves ?» Elle bégaya. Il sourit avec malice. « Personne ici ne te croira, et même s'il te croyait, penses-tu que l'un d'eux mettrait son poste en danger pour une simple serveuse ?» Cette phrase l'écrasa. « Tu peux essayer de justifier ce que tu veux, continua-t-il, mais si tu ouvres la bouche à nouveau, je te garantis que tu ne serviras même plus de café au coin de la rue. » Il sortit, laissant une traînée d'odeur de vin et d'arrogance dans l'air. Amélie resta là, immobile, les mains serrées contre son tablier. La rage pulsait dans ses veines, mêlée à l'impuissance. Des souvenirs du passé revinrent, le renvoi injuste, la même peur, la même sensation d'être complètement seule contre le monde. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent, le goût amer d'une promesse brisée. Des heures passèrent. Le restaurant se vidait déjà lorsque Amélie revint dans le salon, portant un chiffon humide. Victor était encore là, assis avec un couple d'hommes d'affaires, riant fort et bruyamment. Le verre qu'il avait utilisé restait sur la table, taché de vin rouge. Elle s'approcha discrètement, ramassa le verre avec des mains tremblantes et l'emporta en cuisine. La peur se transformait en une urgence silencieuse. Dans l'office, elle observa le résidu au fond. Un léger éclat verdâtre reflétait la lumière tamisée. Un frisson parcourut son échine. Amélie sortit en toute hâte
et trouva Paul, le vigile, qui rangeait les chaises. « Paul, je dois te montrer quelque chose. » Il la regarda, confus, mais la suivit en cuisine. Lorsqu'elle lui montra le verre, il fronça les sourcils. On dirait un résidu chimique. Ce n'est pas normal dans un vin de cette catégorie. « Alors tu me crois ? » Je n'en sais pas assez pour l'affirmer, mais j'ai vu Julien aller à l'arrière avec un étranger avant le dîner. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Peux-tu m'aider à prouver que c'était lui ? Il hésita une seconde. Si ce que tu dis est vrai, c'est dangereux. Ces gens sont très puissants, Amélie. Je sais, mais je ne peux pas laisser passer ça. Il la fixa longuement, puis hocha la tête. Demain, j'amène un contact qui s'y connaît en analyse chimique. On va découvrir ce qu'il y a dans ce verre. Amélie sentit le premier fil d'espoir traverser la barrière de sa peur. Le lendemain matin, elle fut convoquée dans le bureau du directeur. Victor était là, élégant comme toujours, aux côtés de Julien. Le sourire froid réapparut sur son visage. « Mademoiselle Amélie, » commença Victor, « j'ai réfléchi à votre spectacle spectaculaire d'hier. » Elle déglutit péniblement. « Je voulais juste éviter un mal plus grand. » »« Ah, bien sûr. Et tu as fini par créer un mal encore plus grand. La honte publique. Le restaurant entier parle de la serveuse hystérique qui a failli gâcher l'événement. Je peux prouver ce que j'ai entendu et vu. » Julien fit un pas en avant, défiant. « Alors montre-le. Où est la preuve? Tu veux qu'on analyse tous les vins parce que ton odorat t'a fait peur ?» Le directeur soupira, affligé. « Monsieur Beaumont, s'il vous plaît, comprenez, elle est nouvelle. Gardez vos excuses. » Victor se leva. « Rien ne m'irrite plus que l'incompétence arrogante. » Il se tourna vers Amélie. « Vous êtes renvoyée. » Les mots la frappèrent comme un coup de poing. Le sol sembla disparaître sous ses pieds. Monsieur Lefebvre tenta d'intercéder. « Monsieur, peut-être ?»« Pas de peut-être. Je veux qu'elle sorte maintenant. » Amélie resta figée, le visage en feu, les larmes lui brûlant les yeux. « Je ne mens pas. » Victor sourit, un sourire de prédateur satisfait. « Alors prouve-le. Mais sache, ma petite, que si c'est un mensonge, je garantirai moi-même que personne ne t'embauche plus jamais. » Elle respira difficilement, le cœur battant la chamade. Paul, appuyé contre la porte, observait en silence, avec un regard solidaire. Amélie marcha vers lui, murmurant en passant « Je vais le prouver ». Victor, diverti par sa propre supériorité, fit un geste nonchalant de la main. « Je te garantis que tu ne le feras pas. » Dehors, le soleil se couchait déjà. Amélie s'assit sur le trottoir, l'uniforme froissé et les yeux rouges. Les voix de la ville la nuit semblaient lointaines. Elle se souvint à nouveau du visage de sa mère. « Ne baisse jamais la tête devant la peur. » Elle leva les yeux, respira profondément. Ce n'était plus seulement pour le travail, c'était pour quelque chose de plus grand, pour la vérité que personne ne voulait voir. Cette nuit-là, tandis que Victor portait un autre verre de vin à ses lèvres, Amélie décida d'agir. Elle ne savait pas encore comment, mais elle ne permettrait pas que cela reste impuni. En elle, l'humiliation commença à se transformer en un but ferme. Et au fond, elle le savait, cela ne faisait que commencer. Amélie retourna au restaurant le lendemain la tête haute, même sans uniforme. L'air sentait le luxe et le dédain. Elle passa les portes vitrées, ignorant les regards perplexes de ses anciens collègues. Son cœur martelait dans sa poitrine, mais la décision était prise. Elle demanderait une dernière chance de s'expliquer et de montrer ce qu'elle avait découvert avec Paul. Elle n'avait pas encore de preuves physiques irréfutables. Le verre avait été emporté par Julien ce matin-là. Mais il y avait des témoins et un fil de confiance en elle-même. Le directeur Lefebvre l'intercepta avant qu'elle ne puisse avancer dans le salon principal. « Amélie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as été renvoyée hier. J'ai tamponné les papiers moi-même. Je dois parler à monsieur Beaumont. C'est urgent. »« Urgent ?» répéta-t-il, nerveux. « Bud, tu veux gâcher ta vie, gamine? S'il te voit, il va appeler la sécurité. » Amélie maintint son regard ferme. « Laissez-le me voir. »
Avant que le directeur ne puisse l'en empêcher, elle marchait déjà vers le centre du salon. L'endroit était plein. Un déjeuner d'affaires de grande importance. Victor, impeccable dans un autre costume sombre sur mesure, occupait sa table habituelle, entouré d'hommes d'affaires et de politiciens influents. L'éclat des couverts en argent et le parfum de truffe créaient un décor presque irréel. Elle s'arrêta devant lui. « Monsieur Beaumont !» Le silence tomba comme un rideau lourd. Les présents regardèrent, confus. Victor leva les yeux lentement, avec un sourire paresseux sur le visage. « Tiens donc, la petite est revenue. On ne t'a pas dit que ce restaurant n'est pas un endroit pour les fantômes ?» Certains rirent. Amélie respira profondément. « J'ai découvert quelque chose sur le vin d'hier. Monsieur doit m'écouter. »« Ah, alors, maintenant tu viens avec la suite de la farce ?» Il posa sa serviette, feignant l'intérêt. « Très bien. Voyons, jusqu'où va ton imagination ?» Julien surgit juste derrière lui, avec une expression soigneusement neutre. « Monsieur, si vous me permettez, peut-être devrions-nous éviter d'autres scènes publiques. »« Non, » interrompit Victor en se levant. « Donnons ce spectacle. Le public mérite un show. » Les invités échangeaient des rires nerveux. Amélie tremblait, mais garda la voix ferme. « Il y a quelque chose qui ne va pas avec le vin que vous avez bu. Ce n'est pas de la paranoïa. Ce que j'ai trouvé hier prouve qu'on a essayé de vous empoisonner. » Victor fit un pas en avant, s'approchant suffisamment pour qu'elle sente son parfum cher et suffocant. « Prouvé ? Et qui d'autre à part toi, la serveuse, qui a transformé le dîner le plus cher de ma semaine en cirque ? Moi et le vigile, Paul. Il a vu Julien retrouver un homme étrange, avant l'événement. » Julien rit, incrédule. « C'est ridicule. Tu essaies de m'accuser maintenant ?» Amélie se tourna vers le reste du salon. « Je n'ai rien à gagner à ça. Je demande juste qu'on vérifie la bouteille. J'ai vu l'échange se produire. » Victor rit fort, tirant sa chaise sur le côté. « Messieurs, regardez ça. Nous avons ici un détective déguisé en serveuse. Est-ce que je devrais t'embaucher ou t'envoyer directement dans un hôpital psychiatrique ?» Le rire gagna les invités. Amélie sentit son visage brûler de honte. « Je dis la vérité. » Monsieur Lefebvre, le directeur, apparut affligé. « Monsieur Beaumont, peut-être pouvons-nous régler cela en privé. » « En privé, Lefebvre? Après ce que cette fille a fait hier? » « Non. » Il haussa la voix. « Réglons ça ici, maintenant. » Victor saisit une bouteille de vin sur un plateau proche. « Celui-ci est du même lot, Amélie. Tu veux goûter pour voir si tu meurs, toi aussi ?» Le rire résonna plus fort, cruel. Amélie fit un pas en arrière, les yeux pleins de larmes. « Ne jouez pas avec ça, s'il vous plaît. »« Ah, alors c'est assez sérieux pour me faire perdre mon temps, mais pas pour le prouver avec moi ?» Julien arriva par derrière et chuchota assez fort pour que tout le monde entende. Peut-être qu'elle veut juste de l'attention. Certains types ont besoin d'inventer des drames pour se sentir vivants. Les mots coupèrent profondément. Amélie regarda autour d'elle, cherchant n'importe quel regard de soutien. Rien. L'indifférence des invités était pire que la moquerie. Victor se servit, leva le verre et porta un toast. À l'imagination fertile de ceux qui ne sont jamais arrivés à rien. Le salon applaudit en riant. Le cœur d'Amélie s'effondra, mais elle ne bougea pas. Elle respira, essayant de retenir ses pleurs. Le son du vin versé ressemblait à une insulte personnelle. Le spectacle continua. Victor, nourri par l'embarras de la jeune fille, commença à explorer chaque faiblesse. « Dis-moi, Amélie, où as-tu étudié, toi ? » ?»« Ah, bien sûr, à l'école de la vie, j'imagine. »« Les gens n'ont pas besoin d'un diplôme pour voir l'évidence, » rétorqua-t-elle, essayant de récupérer sa dignité. « Bravo !» Il applaudit avec sarcasme. « Elle a même de la répartie, un talent gâché à porter des plateaux. » Plus de rire cruel. Lefebvre murmura angoissé. « S'il te plaît, Amélie, pars avant que ça n'empire. » Mais elle ne pouvait plus. Elle avait franchi le point de non-retour. « Je ne partirai pas tant qu'on ne m'aura pas écouté. »
Victor leva les yeux au ciel, ennuyé. « D'accord, convainc-moi. Qui veut me tuer et pourquoi ?»« Julien. Et quelqu'un qui le finance. » Son éclat de rire fut lent, théâtral. « Mon Dieu, c'est meilleur qu'un feuilleton. » Julien joua l'offensé. « Je vais porter plainte contre cette femme pour diffamation. » Victor pointa Amélie du doigt. « Tu vois ce que tu as fait? Tu as accusé l'employé le plus loyal que j'ai. » « Loyal, non. »« Et complice !» Un murmure parcourut les tables. Certains regards commencèrent à changer. Curiosité, peut-être. Victor s'en aperçut et haussa le ton. « Complice? De quoi? D'un crime inventé par une serveuse rejetée ?» Cette phrase arracha des éclats de rire et une réaction cruelle. L'un des clients frappa sur la table, en répétant « Rejeté, rejeté !» Le cœur de moquerie grandit. Amélie serra les poings, le corps entier brûlant de l'intérieur. Victor s'approcha d'un pas de plus. « Dis-moi, pourquoi me ferais-tu ça? Tu veux de l'attention? Tu veux de l'argent? Ou tu essaies juste de trouver une excuse pour l'erreur qui t'a fait perdre ton travail? »« Parce que vous courez un danger !» cria-t-elle, la voix se brisant. Le salon se tut une seconde, puis explosa de rire à nouveau. Julien feignit l'inquiétude, très théâtrale. « La pauvre, je disais qu'elle semblait épuisée, monsieur. Peut-être devrait-elle chercher une aide médicale. » Victor sourit, satisfait. « Excellente idée. Trouvons un psychologue ici même. Quelqu'un a le numéro d'un asile ?» Le rire collectif fut assourdissant. Amélie sentit son estomac se retourner, sa gorge sèche comme du papier de verre. Ses yeux commencèrent à brûler, mais elle refusait de céder. « Riez autant que vous voulez, mais quand vous découvrirez la vérité, il sera peut-être trop tard. »« Ah, alors c'est une menace maintenant ?» Victor croisa les bras, se penchant. « Tu ne sais pas quand arrêter, n'est-ce pas ?» Elle retint son souffle. « Je veux juste empêcher qu'on vous fasse du mal, mais si vous préférez rire... » »« Je préfère, oui. » Il prit le vin, la regarda, et avec une cruauté lente et délibérée, versa le liquide par terre devant tout le monde. « Êtes-vous satisfait ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Pas encore. » Il sourit. « Ça, c'est ce que tu vaux. » Il laissa tomber le verre. Le cristal vola en éclats sur le sol. Le son résonna dans le salon comme un coup de feu. Pendant un instant, personne ne respira. Amélie baissa les yeux, observant le vin s'écouler entre les fragments brisés. Elle regarda une autre fois Victor, le visage baigné de larmes. Victor se pencha vers elle, envahissant son espace personnel. « La prochaine fois que tu ouvres la bouche, apporte quelque chose qui en vaille la peine. Ou je te garantis que même comme cliente d'un bar miteux, on ne voudra pas de toi. » Un invité commenta à voix haute « Peut-être que le poison était en elle tout ce temps. » Des rires cruels accompagnèrent le commentaire. Encore une fois, les rires comme des marées de mépris. Elle essaya de parler, mais sa gorge se noua. Il suffit d'une seconde pour réaliser « Personne ici n'avait l'intention d'écouter la vérité. » Chaque visage élégant reflétait la même chose, la peur de contrarier le pouvoir. Paul, le vigile, observait depuis la porte, les poings serrés. Mais il ne pouvait pas intervenir sans un ordre direct. Il savait que, s'il le faisait, il perdrait son emploi et son gagne-pain. Amélie fit un pas en arrière, trébuchant. Ses jambes flanchèrent. Le rire des femmes à la table voisine se transforma en un bourdonnement insupportable à ses oreilles. Le directeur s'approcha, chuchotant « S'il te plaît, pars, sauve le peu qu'il reste de ta dignité. » Elle regarda autour d'elle, regard froid, portable enregistrant, l'humidité du vin encore sur le sol en marbre. Alors quelque chose se brisa en elle. Pour la première fois, Amélie ne ressentit pas de colère. Elle ressentit un vide absolu. Elle leva le menton, força un dernier regard en direction de Victor. « Un jour, vous vous souviendrez de ce moment. Et moi aussi. » Victor lâcha un demi-sourire, arrogant. « Je promets que je vais en rêver la nuit. » À force de rire. Elle se tourna et marcha lentement vers la sortie. Le bruit des rires résonnait encore lorsqu'elle poussa les portes vitrées. Dehors, le ciel était nuageux, le vent soufflait froid.
Ses pas sonnèrent faiblement sur le granit du trottoir. Chaque pas était un rappel de ce qu'elle avait perdu, le travail, le respect, peut-être même la foi en la justice. Derrière elle, le son du restaurant revint à la vie. Couverts, musique, rire, comme si rien ne s'était passé. Amélie continua de marcher sans regarder en arrière. L'humiliation pesait plus lourd que n'importe quel fardeau qu'elle avait jamais porté dans sa vie. Dans le reflet des vitrines, elle se voyait petite, distante, mais vivante. Et tandis qu'elle marchait, quelque chose s'allumait à nouveau, une étincelle, faible mais insistante, le même feu qui l'avait amenée jusqu'ici. Les rires résonnaient encore dans son esprit, mais sous eux, une nouvelle voix commençait à naître, la sienne, disant en silence que leur rire ne serait pas la fin. Amélie resta immobile sur le trottoir pendant des minutes qui semblèrent des heures éternelles. Le vent froid séchait ses larmes, mais en elle, la chaleur de la révolte grandissait sans cesse. Le son étouffé des éclats de rire s'échappait encore du restaurant, traversant les parois de verre, comme s'il se moquait directement de son échec. Ses mains tremblaient. Elle voulait crier, disparaître, tout oublier. Mais quelque chose en elle, un reste de dignité, un murmure de sa mère, ne la laissait pas abandonner. Elle entra dans la ruelle adjacente et trouva refuge derrière le restaurant, où l'odeur d'ordures et de vieux vin se mélangeait. Elle s'assit par terre, appuyant son dos contre le mur humide. Les voix du souvenir revinrent doucement, les rires de Victor, le sourire tranquille de Julien, le silence complice du directeur. C'était la triade du pouvoir et de la peur. Et elle, une fois de plus, avait été écrasée par cet engrenage. « Ça va ?» La voix de Paul lui fit lever les yeux. Il était apparu de l'ombre, sans uniforme, une veste jetée sur les épaules. Amélie essaya de répondre, mais sa voix lui manqua. « Ils se sont moqués de moi. J'ai vu. » Il s'accroupit à côté d'elle d'un geste protecteur. « Et pourtant, tu es restée là, debout. Ce n'est pas rien, Amélie. Je n'ai sauvé personne. Pas encore. » Le silence qui suivit fut lourd, mais différent. Pour la première fois, il y avait une compréhension mutuelle. Il sortit quelque chose de sa poche, un petit morceau de papier froissé. « C'est tombé du gilet de Julien hier. Je l'ai ramassé vite, avant qu'il ne s'en aperçoive. » Elle prit le papier. C'était une note avec un nom et une date, livraison spéciale, mardi aube. Elle reconnut l'écriture de Julien instantanément. Aube, donc il y a d'autres bouteilles frelatées, ou d'autres victimes. Amélie referma sa main autour du papier. Ils détruiront toute preuve avant que je ne puisse faire quoi que ce soit. Paul hocha la tête lentement, sérieux. Peut-être. Mais si on agit vite, peut-être pas. Tu vas m'aider ? J'ai déjà commencé, non ? Pendant un instant, Amélie sentit le poids sur sa poitrine s'alléger un peu. Mais ensuite vint la peur. Que pourrait-il leur faire s'ils étaient découverts ? Victor avait des connexions. Avocat d'élite, politicien, journaux. C'était le genre d'homme qui effaçait les problèmes avec un seul coup de fil. Pourtant, c'était la première fois que quelqu'un ne la regardait pas comme une folle. Des heures plus tard, elle arriva chez elle. Son appartement minuscule sentait le moisi et la solitude. Elle enleva l'uniforme sale, le jeta sur la chaise et resta à fixer le miroir brisé de la salle de bain. Le visage bouffi, les yeux rouges, les cheveux ébouriffés, elle se reconnaissait à peine. « Qu'est-ce que tu as fait de toi, Amélie ?» murmura-t-elle, appuyant son front contre le verre froid. Un instant, elle pensa à tout abandonner. Elle chercherait un autre travail, peut-être dans un autre quartier, loin de cet enfer. Qui se souciait d'un millionnaire arrogant empoisonné? Peut-être était-ce même mérité, mais le souvenir revint comme un coup. Le sourire tranquille de Victor, buvant le vin, sûr de sa supériorité. Julien, souriant en coin, satisfait. La froideur des deux. Elle frissonna. Elle ne pouvait pas les laisser s'en tirer, pas quand elle savait ce que c'était d'être écrasée par ceux qui avaient plus de pouvoir. Elle regarda de nouveau le miroir et, cette fois, vit autre chose se refléter.
pas une victime, mais une femme fatiguée de baisser la tête. Elle prit son portable. Composer le numéro de Paul semblait un défi immense. Elle appela. « Allô? Je veux faire ça bien. Je dois prouver ce qu'ils ont fait. Alors tu auras besoin d'aide pour obtenir les bonnes bouteilles. Et quelqu'un qui sache les analyser. Je connais une personne, dit-il. Une ex-cuisinière devenue technicienne de laboratoire. Elle travaille dans un petit labo au centre. Elle doit savoir quoi faire avec un liquide suspect. » Amélie respira profondément. « Allons la voir. »« Maintenant ?»« Maintenant. » Le laboratoire improvisé se trouvait à l'arrière d'un magasin de maintenance électrique. La femme était petite, aux cheveux gris, avec un regard direct et sans détour. « Vous voulez que j'analyse du vin? D'habitude, c'est un truc de sommelier, pas de police. » Amélie expliqua tout, chaque détail sordide. L'échange des bouteilles, le comportement de Julien, les humiliations publiques, chaque mot semblait raviver le même feu qui s'éteignait presque en elle. Quand elle eut fini, la femme dit simplement « Apportez-moi un échantillon. S'il y a quelque chose là-dedans, je le trouverai. » Paul regarda Amélie. « As-tu une idée de comment obtenir ça sans qu'on finisse en prison ?» Amélie sourit, fatiguée, mais avec une conviction d'acier. « J'ai travaillé là-bas assez longtemps pour savoir où ils gardent les vins chers. Demain, avant la livraison du déjeuner, la réserve reste vide pendant 15 minutes. C'est le temps qu'il nous faut. Et si quelqu'un apparaît, alors au moins, ils sauront que je n'ai pas menti. » Paul lâcha un soupir et hocha la tête, résigné. Avant de sortir, la femme retint le bras d'Amélie avec fermeté. « Gamine, pour faire ce que tu vas faire, il faut du courage et de la patience. La vérité présente toujours une facture salée. »« J'ai déjà payé une fois, » répondit Amélie. « Maintenant, c'est leur tour. » De retour à l'appartement, déjà à l'aube, Amélie alluma la lumière tamisée de la cuisine. Elle étala les notes sur la table, le papier de Julien, l'horaire de la livraison, les souvenirs qu'elle avait enregistrés mentalement. Le bruit constant de la rue semblait distant maintenant. Au milieu du désordre, elle trouva une vieille photo, elle et sa mère, souriant devant le petit bistrot qui n'existait plus. Elle se souvint des mots qui résonnaient depuis qu'elle était enfant. « Ne baisse jamais la tête devant la peur. » Elle prit la photo, passa le pouce sur l'image et murmura « Je promets que cette fois, je ne le ferai pas. » Cette nuit-là, elle dormit peu. Elle rêva d'éclats de rire stridents, de verres se brisant et du son de son propre cri résonnant dans le salon. Elle se réveilla avant l'aube, avec le même feu brûlant dans sa poitrine. Quand l'horloge marqua 6 heures pile, elle envoya un message à Paul. « Je suis prête. » Il répondit presque immédiatement. « Je te retrouve derrière le restaurant. » Amélie s'habilla avec des vêtements simples, attacha ses cheveux et rangea son portable et le papier froissé. En sortant, le ciel commençait à s'éclaircir et pendant un instant, elle sentit quelque chose de nouveau. Pas de l'espoir, mais un but pur. Elle savait qu'à partir de là, il n'y aura pas de retour. Mais pour la première fois depuis cette nuit fatidique, elle ne se sentait pas seule. L'aube couvrait la ville d'une lumière pâle et froide, et Amélie attendait déjà, appuyée contre le mur humide, à l'arrière du restaurant. À chaque respiration, son cœur battait plus vite, la peur et le courage dansant un tango dangereux dans sa poitrine. Paul apparut quelques minutes plus tard, le visage grave et une petite trousse noire dans les mains. « Outil », expliqua-t-il en ouvrant la fermeture éclair. À l'intérieur, une lampe de poche, un passe-partout et une petite caméra de poche. Amélie hocha la tête en silence. Le serveur du matin n'était pas encore arrivé et l'accès latéral à la réserve était libre. « On a 15 minutes, » dit-elle, regardant sa montre avec anxiété. « Après, Julien arrive pour organiser le bar. » Paul ouvrit la porte avec dextérité et entra le premier. La réserve était froide, le sol couvert de caisses alignées et de bouteilles empilées sur des étagères impeccables. L'air sentait le bois poli et le vin vieux et cher. Amélie alla droit à l'étagère des vins importés, le même endroit où elle avait vu les échanges suspects. Les étiquettes dorées brillaient sous la faible lumière de la lampe torche. « Ici », dit-elle, pointant une bouteille sans le sceau officiel.
Celle-ci a été l'une de celles échangées. Paul sortit son portable et alluma la caméra. On va tout enregistrer. Elle tint la bouteille avec précaution, l'étiquette élégante contrastant avec la tension visible dans ses doigts. Si c'est la même substance que dans le verre de Victor, nous avons trouvé le maillon manquant. Soudain, un bruit de pas résonna dans le couloir. Amélie se figea. Paul éteignit la lampe instantanément. Le son approchait vite. Ils se cachèrent derrière une pile de caisses, retenant leur souffle jusqu'à la douleur. La porte s'ouvrit. Julien entra, parlant au téléphone. « Oui, j'ai compris. La livraison viendra directement de Lisbonne. Monsieur peut avoir confiance. Personne ne se doutera de rien. Bien sûr, le paiement sera divisé, comme convenu. » Amélie et Paul échangèrent des regards de panique. Les mots étaient un aveu explicite. Julien continua, touchant distraitement les bouteilles proches. « Oui, le produit est lent, indétectable. Le corps simplement lâche. » Amélie sentit son estomac se retourner violemment. Le son du calme dans sa voix était plus effrayant que n'importe quel cri de fureur. Après quelques secondes éternelles, il raccrocha et sortit, fermant la porte à clé de l'extérieur. Quand le silence revint, Amélie relâcha l'air qu'elle retenait dans ses poumons. « On a l'audio » demanda-t-elle dans un chuchotement. Paul montra l'écran. Ça enregistrait. Elle faillit sourire. « Alors maintenant nous avons le début. » Ils attendirent quelques minutes jusqu'à s'assurer que le couloir était vide et sortirent précipitamment par la porte latérale. Dehors, le vent léger du matin semblait porter une promesse de justice. Dans le petit laboratoire, la femme aux cheveux gris les attendait. Dès qu'Amélie lui remit la bouteille, elle commença la procédure. Tandis que des gouttes du liquide tombaient dans des éprouvettes, le silence remplit l'atmosphère chargée de tension. Paul faisait les 100 pas, inquiet comme un animal en cage. « Ça prend longtemps ?» demanda-t-il. « Un peu plus de 15 minutes, » répondit la technicienne sans lever les yeux. Amélie resta à observer ses mouvements, précis, méthodiques, scientifiques. Chaque minute traînée apportait des souvenirs douloureux, les rires, l'humiliation, le son du verre qui se brise. Finalement, la femme leva les yeux, le visage sérieux et grave. « Il y a une substance dedans, oui, quelque chose de rare, difficile à tracer, un type de poison utilisé pour paralyser le système nerveux petit à petit. Le corps pense que c'est de la fatigue, la mort semble naturelle. » Amélie sentit sa poitrine geler. « C'est ça ?» murmura Paul, stupéfait. « On peut prouver qu'il a mis ?» La femme remit le rapport imprimé. L'échantillon suffit pour ouvrir une enquête, si une autorité acceptait de l'analyser, mais vous aurez besoin de plus. Le registre d'entrée de la livraison, des témoins, n'importe quel lien entre le sommelier et celui qui a commandé ça. Amélie serra le papier avec force. « On va y arriver. » Dans l'après-midi, les deux retournèrent aux abords du restaurant. Julien passait une bonne partie de son temps entre le salon et le bureau administratif annexe. « Il garde des notes et des registres dans le coffre interne, » dit Amélie, se souvenant des vieux temps. « Si on trouve le tableau des livraisons, on prouve qu'il y avait des achats illégitimes. » Paul croisa les bras, sceptique. « Alors, on va s'introduire dans un bureau maintenant. » Elle rit, nerveuse. « À ce stade, ça semble le cadet de nos soucis. » Ils attendirent le moment juste. Quand Julien sortit pour déjeuner, Amélie, qui avait encore des doubles des clés de certains placards, entra déguisée par la porte de service. Le couloir était désert. Elle traversa jusqu'au bureau et commença à chercher frénétiquement parmi des piles de dossiers et de documents. Elle mit du temps, mais elle le trouva. Un tableau imprimé et une enveloppe avec le logo d'un importateur fictif. Faux nom, signature falsifiée, mais l'écriture était incontestablement la sienne. « On a le lien », dit-elle, tenant les documents comme s'ils étaient de l'or. Soudain, le son d'une porte qui claque résonna tout près. Elle se recroquevilla de peur. Paul la tira derrière le lourd rideau. C'était Monsieur Lefebvre, le directeur, entrant précipitamment.
Il semblait nerveux, parlant au téléphone à voix basse mais intense. « Oui, monsieur Beaumont, je comprends. Mais la fille rôde autour du restaurant. Oui, depuis tôt ce matin. Je crois qu'il vaut mieux agir vite. » Le sang d'Amélie se glaça dans ses veines. « Ils savent », chuchota Paul à son oreille. Lefebvre se tourna vers le coffre-fort, l'ouvrit et y rangea quelque chose en hâte. Puis il sortit presque en courant. Amélie respira profondément, sortant de sa cachette. Le coffre. « Tu penses à l'ouvrir ? Je pensais que tu voulais la justice. » Il soupira, vaincu, mais céda. 30 secondes. Avec l'outil de serrurier, il força la serrure inférieure. À l'intérieur, il y avait plusieurs dossiers, mais ce qui attira son attention fut une petite boîte, bleue métallique. Amélie l'ouvrit. Dedans, une clé USB avec une étiquette disant « Livraison privée 07 ». « C'est le contrôle des importations », dit-elle, les yeux brillants. « Tout doit être là. » Ils la rangèrent en vitesse et sortirent en courant avant que quelqu'un n'apparaisse. Des heures plus tard, déjà dans le petit appartement d'Amélie, ils connectèrent la clé USB au vieux portable. L'écran s'alluma et des dizaines de tableaux apparurent sous leurs yeux. Registres financiers, listes de produits et valeurs transférées. Des chiffres exorbitants. Mais parmi les tableaux, il y avait quelque chose d'encore plus grave. Des messages échangés entre Julien et un contact identifié seulement comme VB. Livraison finale confirmée. L'associé principal signera sans se douter. Le sommelier dit que dans une semaine l'effet sera complet. Paul écarquilla les yeux. VB, Victor Beaumont. Le silence se prolongea, lourd comme une dalle de marbre. Pendant un instant, Amélie sentit comme si le sol disparaissait sous ses pieds. Il n'était pas seulement la cible, il était le complice. Il a planifié son propre théâtre, chuchota-t-elle incrédule, pour passer pour une victime, éliminer ses associés et en plus gagner la sympathie publique. Et moi j'ai gâché son plan en pleine scène. Paul hocha la tête, stupéfait. C'est pour ça qu'il t'a autant humilié. Tu gênais. Amélie ferma le portable avec force, avec une rage renouvelée. Maintenant, il ne s'agit plus de le sauver. Il s'agit de le faire payer. Dehors, la nuit tombait lentement sur la ville. Amélie et Paul refirent le plan, tout montré publiquement. Il n'y avait plus de place pour le doute ou les demi-mesures. Le lendemain, le restaurant tiendrait un événement caritatif, diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Le décor parfait pour la confrontation finale. « C'est l'occasion de tous les exposer », dit-elle avec détermination. Avec les tableaux, l'audio et le rapport de la substance, personne ne pourra le nier. Paul la regarda, inquiet pour sa sécurité. « Mais si Victor s'en rend compte et réagit, les gens comme ça jouent sale, Amélie. » « Qu'il joue, » répondit-elle, défiante. « Je veux juste la vérité devant tout le monde. Il m'a détruite en public, et c'est là que je vais lui rendre la pareille. » Le plan serait simple, mais incroyablement risqué. Elle entrerait comme si elle était une invitée, portant une robe prêtée. Paul s'occuperait de la transmission simultanée, envoyant les fichiers en direct pendant qu'elle confronterait Victor face à face. « C'est maintenant ou jamais », murmura-t-elle. Au matin de l'événement, le Grand Palais brillait encore plus que d'habitude. Journaux, caméras de télévision, mondains de la haute société. Victor était le centre de l'attention, souriant, charismatique, masquant toute sa culpabilité sous le vernis brillant du succès. Julien, à ses côtés, servait des coupes de champagne avec son efficacité froide habituelle. Amélie, infiltrée parmi les invités, cachait la nervosité qui la dévorait. Chaque mouvement était calculé au millimètre. Elle portait la clé USB dans un sac discret, le rapport du poison dans une pochette en plastique et le portable connecté avec Paul. « Tout est prêt ?» chuchota-t-elle via l'oreillette. « La transmission commence dans 30 secondes, » répondit-il depuis la voiture garée dans la rue. « Courage !» Elle marcha vers le centre du salon, juste au moment où Victor levait sa coupe pour porter un toast.
Mesdames et messieurs, disait-il, d'une voix ferme et puissante, aujourd'hui, nous trinquons non seulement au bon goût, mais à la confiance que ce lieu inspire. Amélie n'attendit pas plus. Elle fit un pas en avant, brisant le protocole. Faire confiance à qui trompe, c'est trinquer à sa propre mort. Le son de sa voix résonna dans tout le salon. Les conversations cessèrent net. Victor cligna des yeux, surpris, jusqu'à reconnaître son visage. « Toi encore » murmura-t-il avec mépris. « Oui » répondit-elle, ferme comme un roc. « Et aujourd'hui, je ne suis pas venu m'excuser. » Elle ouvrit la pochette, sortit le rapport et le posa avec force sur la table principale. Voici le rapport d'un analyste indépendant. Le vin que monsieur a bu était contaminé, avec du poison. Le public retint son souffle à l'unisson. Les caméras commencèrent à se tourner vers la scène. Victor essaya de rire, mais sa voix lui manqua. « C'est une blague? Tu veux attirer l'attention à nouveau ?» Amélie alluma le portable, projetant sur l'écran géant derrière la scène les tableaux et les messages incriminants. Et voici les virements, emails échangés entre le sommelier Julien et vous. Les murmures grandirent, se transformant en un bruit assourdissant. Julien blêmit visiblement. Victor serra le poing, furieux. Paul, de l'autre côté de la transmission, envoya l'audio de l'appel enregistré dans la réserve. La voix de Julien décrivant le poison et le paiement divisé. Les invités restèrent atterrés, paralysés par la révélation. Victor fit un pas en avant, essayant désespérément de récupérer le contrôle de la situation. « C'est une fraude. Ces fichiers ont été fabriqués par une renvoyée rancunière. Vous connaissez ma réputation impeccable. » « Nous savons ce que nous avons vu, » dit une femme du public, indignée. « La voix est celle de votre sommelier. » Amélie respira profondément, prête à porter le coup final. « Monsieur a ri quand je l'ai prévenu. Mais aujourd'hui, Victor, c'est le verre qui va se briser. Pas moi. » Le salon se transforma en un champ électrique de chuchotements et de cris d'indignation. Ce qui avait commencé comme un événement de charité était sur le point de se transformer en le plus grand scandale de l'élite parisienne depuis des décennies. Et pour la première fois de sa vie, Amélie ne tremblait pas. Le lendemain du scandale ressemblait au prélude d'une tempête parfaite. Les gros titres des journaux affichaient le nom de Victor Beaumont, et la vidéo de la confrontation circulait viralement sur les réseaux. Mais le pouvoir qu'il possédait maintenait encore une bonne partie de la presse traditionnelle sous silence. Certains alléguaient une manipulation numérique, d'autres traitaient Amélie d'opportuniste en quête de gloire. La vérité était exposée, mais le système commençait déjà à réagir pour protéger l'un des siens. Amélie passa la nuit éveillée, la tête bouillonnant entre la peur et la stratégie. Paul, assis à la table du petit appartement, l'observait dans un silence respectueux. Quand le soleil commença à se lever, elle leva ses yeux fatigués et dit « Il ne suffit pas de montrer ce qu'il a fait. Nous devons abattre son bouclier, prouver devant des témoins que personne ne peut acheter. » Paul se gratta le menton, pensif. « Et tu as une idée ?» Elle se leva, marchant d'un côté à l'autre avec une énergie nerveuse. « Ce soir, il y aura un événement privé au Grand Palais, un dîner avec des investisseurs étrangers qui lui font encore confiance. Si nous révélons les preuves là-bas, en direct, avec la presse infiltrée, il n'aura aucun moyen de s'échapper. Mais après ce qui s'est passé, il ne te laissera pas passer la porte même en rêve. C'est pour ça que nous irons là-bas avant les invités. »« Ah, entrer en cachette ?» Amélie regarda son propre reflet dans la vitre de la fenêtre. Entrer pour armer le piège final. Des heures plus tard, le restaurant était plongé dans le silence. L'équipe de nettoyage réorganisait le salon, consciente que, malgré la honte publique, le millionnaire avait décidé de maintenir l'événement contre toute attente. « La réputation se restaure avec le spectacle », avait dit Victor plus tôt à la presse loyale. Dans les coulisses, Julien marchait inquiet comme un fantôme. Le sommelier avait perdu son charme habituel, pâle, le regard tendu, les mains tremblantes. Il savait que l'étau se resserrait, mais il croyait encore aveuglément que Victor résoudrait tout, de la manière dont il résout toujours tout. Pendant ce temps,
Amélie et Paul apparaissaient discrètement par l'entrée de service à l'arrière. Ils avaient convenu avec l'ancienne technicienne de laboratoire d'une dernière ressource, des caméras cachées dans le salon et des micros stratégiques connectés au portable de Paul. « On a 30 minutes avant que les invités arrivent », dit-il, connectant l'équipement avec rapidité. Les lumières clignotaient avec la connexion instable. Amélie circula entre les tables, ajustant discrètement les microcaméras dans les supports de vase et sous les lustres. Son cœur battait fort, mais la peur ne la dominait plus. Maintenant, c'était de la pure concentration froide. La caméra principale va directement au serveur de la presse internationale. Une fois allumée, personne ne pourra plus effacer les images. Et si ça tourne mal? Alors au moins, ils verront qu'on a essayé avec tout ce qu'on avait. Tandis qu'elle finissait de fixer les derniers câbles, Paul reçut un message urgent sur son portable. Ils ont avancé l'événement. Ils arrivent maintenant. Amélie resta paralysée au milieu de son mouvement. Maintenant. Le chauffeur a prévenu la sécurité à l'entrée. Nous avons moins de 5 minutes. Les deux se regardèrent avec alarme. Il n'y avait pas le temps de planifier autre chose. Amélie se baissa derrière le comptoir, respirant profondément pour se calmer. On improvise. Les portes principales s'ouvrirent en grand. Victor entra avec le même air de supériorité de toujours, suivi de Julien et du directeur Lefebvre. Il portait un costume bleu sombre, impeccable, avec le sourire prêt pour les photos. « Aujourd'hui est le jour pour récupérer mon nom », dit-il, regardant autour de lui avec propriété. « Tâchez de garantir que rien ne tourne mal cette fois. »« Bien sûr, monsieur », répondit Julien, bien que son ton trahisse une nervosité évidente. Paul, caché derrière le rideau latéral, activa les caméras. Le signal monta, instable une seconde, mais se connecta enfin. Amélie observait de loin, le visage tendu. Victor marcha vers le centre du salon, donnant des instructions aux employés par des gestes secs. « Je veux le même vin que la nuit dernière, ce Français de la cuvée spéciale. » Julien resta paralysé. « Monsieur, peut-être devrions-nous éviter... » « Éviter quoi ? Qu'il pense que je crois au ragot d'une bonne. Servez-le. » Tandis qu'il se tournait pour ajuster sa veste, Amélie profita du moment et croisa le regard de Paul. « Les caméras enregistrent ? » « Toutes. » Alors l'heure du dernier mouvement est arrivée. Elle sortit de son sac le second échantillon du vin frelaté, identique à celui qu'ils avaient analysé au laboratoire. Ils échangèrent des regards. Le risque était énorme, presque suicidaire, mais ce serait le seul moyen de forcer la vérité absolue. « Quand il ira trinquer, j'expose tout, » dit Amélie. Paul hocha la tête gravement. « Je garantirai que la transmission commence sans accroc. Racontez-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez ça. Vraiment, je les lis tous et chacun. Je promets de répondre avec affection à qui laissera un like et partagera cette histoire avec le cœur ouvert. » Les minutes suivantes coururent comme un film en accéléré. Les invités commencèrent à arriver. Hommes d'affaires puissants, journalistes internationaux, politiciens influents. Le climat était tendu, on pouvait le couper au couteau, mais Victor, toujours théâtral et performatif, feignait une tranquillité absolue. « Bonsoir à tous. Quel plaisir de voir des visages qui croient encore en l'intégrité et l'honneur. » Il fit un signe à Julien. « Servez le vin. » Julien prit la bouteille, sans s'apercevoir que l'original avait été échangé quelques minutes plus tôt par Amélie. Il servit les coupes, les mains tremblant visiblement, en renversant un peu. Victor leva sa coupe avec majesté. « Un toast à la renaissance de la vérité », déclara-t-il, souriant aux caméras des journalistes présents. Amélie fit un pas en avant, sortant de la pénombre du fond du salon. « Alors il est juste que la vérité soit servie avec le vin. » Le murmure parcourut le salon comme une onde électrique. Victor durcit le visage, furieux. « Pas encore. »« Si, encore, » répondit Amélie, les yeux fermes plantés sur lui. « Sauf que cette fois, tout est transmis au monde entier. » Les caméras cachées, discrètes, clignotaient avec leur lumière rouge d'enregistrement. L'audio du système commença à résonner par les haut-parleurs cachés. Victor rit, sans aucune grâce. «
Tu crois vraiment pouvoir détruire ma vie avec des trucs bon marché? Je n'ai pas besoin de la détruire, dit-elle calmement. Vous avez fait ça tout seul. Elle ouvrit la pochette qu'elle portait et leva les documents en haut. Le rapport technique, les messages imprimés, les tableaux. Voici la séquence complète. Chaque virement bancaire, chaque commande illégale, chaque mensonge dit. Et si vous doutez encore, goûtez le vin qui est dans vos verres. Et c'est le même que la nuit où monsieur s'est moqué de moi. Le silence qui suivit fut absolu, lourd. Certains invités laissèrent discrètement les coupes sur les tables, les éloignant. D'autres regardèrent Julien, perplexe et effrayé. Le sommelier commença à suer abondamment. « Elle est folle, c'est un piège !» Amélie l'affronta directement. « Alors prouve ton innocence, Julien. Bois-le. » Il déglutit avec difficulté, regardant Victor en quête d'un ordre. Mais le millionnaire ne répondit pas, paralysé. « Bois-le » répéta-t-elle sans sourciller. La tension augmentait à chaque seconde. Tout le monde observait la scène. Le son de la transmission résonnait par les haut-parleurs du salon et par les écrans de milliers de personnes connectées à distance. Alors, à la surprise générale, Victor prit sa propre coupe. « Tu veux créer un spectacle? Eh bien, soit. » Il leva la coupe lentement vers ses lèvres. Amélie l'arrêta d'une voix tranchante. « Attention, c'est le même poison que vous avez commandé. » Le salon explosa en murmures d'horreur. « Commandé ?» répéta quelqu'un à voix haute. Victor blêmit comme un linge. « Tu as perdu la tête ?» Paul lui fit un signe discret. L'audio de Julien, enregistré dans la réserve, commençait à jouer par les haut-parleurs. La voix nette résonna dans tout le lieu. « Le produit est lent. Personne ne se doutera de rien. Le corps pense que c'est de la fatigue. » Le choc fut instantané et brutal. Les invités reculèrent horrifiés. Victor se tourna lentement vers son propre sommelier, dont le visage avait perdu toute couleur vitale. « Julien, qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il, mais le masque de contrôle se brisait déjà en morceaux. Julien bégaya, acculé. « J'ai juste fait ce que monsieur a ordonné. » Les mots tombèrent comme du plomb fondu. Victor le poussa, furieux. « Traître !» Mais tout le monde avait entendu. Les journalistes, déjà en alerte maximale, pointaient leurs caméras. Paul, depuis le coin, confirma au micro « Transmission en direct et mondiale ». Julien tenta de fuir, mais 2 gardes de sécurité de l'événement l'arrêtèrent. Victor, désespéré, prit la bouteille et la lança avec violence contre le sol. Le fracas éparpilla vin et honte sur le sol de marbre immaculé. Amélie se maintint ferme, inébranlable. « J'ai demandé seulement que monsieur ne boive pas, et monsieur a ri. » Victor se tourna vers elle avec le regard d'un fauve piégé. « Tu as détruit ma vie. » »« Non. J'ai juste révélé ce que monsieur a construit tout seul. » Le bruit de sirène commença à s'approcher. Quelqu'un avait appelé la police. Les invités, atterrés, commencèrent à sortir de manière désordonnée. Le salon, auparavant somptueux et brillant, ressemblait maintenant à un champ de ruines morales. Victor desserra sa cravate, suant froid. Il tenta de recomposer son orgueil blessé, mais son corps tremblait de façon incontrôlable. Rien de tout cela n'est réel. Tout a été manipulé. Manipulé comme le poison, monsieur Beaumont? Amélie l'interrompit sèchement. Il ne répondit pas. La voix d'un journaliste résonna fort. « C'est fini, tout est enregistré. » Victor chancela jusqu'au verre brisé, les yeux fixés sur le liquide sombre éparpillé par terre. Finalement, il lâcha un rire rauque et brisé. Ça aurait pu être parfait. Et il tomba à genoux, complètement rendu. Amélie observa en silence, sans aucune euphorie. Elle ressentait juste une fatigue immense et une paix amère. Paul s'approcha, lui touchant l'épaule avec douceur. « Tu as réussi. » Elle respira profondément, libérant le poids des semaines. Pas moi. La vérité. Dehors, les caméras déclenchaient leurs flashs sans cesse. Le piège s'était refermé, non par la violence, mais par la force inéluctable de l'exposition publique. L'empire de cet homme s'effondrait sous le même éclat des projecteurs qui avant le couronnaient comme intouchable.
Et pour la première fois, Amélie sentit que le rire de Victor ne résonnerait plus nulle part dans son esprit. Victor chancelait entre les tables, essayant de recomposer sa posture, avec son costume froissé et le regard féroce d'un animal blessé. Les caméras continuaient à transmettre en temps réel, mais il refusait encore d'accepter la défaite totale. Les invités chuchotaient, certains filmaient avec leur portable, d'autres observaient simplement fascinés l'effondrement de l'homme le plus craint de la région. « Vous croyez vraiment à ça ?» cria-t-il, la voix résonnant pathétiquement dans le salon. « Ces vidéos peuvent être falsifiées. Ces tableaux peuvent avoir été créés par n'importe qui avec un accès à un ordinateur. Je suis Victor Beaumont. Mon nom est synonyme de crédibilité. » Les reporters s'approchaient, lançant des questions tranchantes qu'il ignorait. « Croyez-vous vraiment qu'une serveuse au chômage et un vigile failli pourraient démasquer quelqu'un comme moi? S'il vous plaît, » rit-il, un rire nerveux se transformant en pure hystérie. Amélie restait à quelques mètres, ferme comme une statue grecque. Son regard le confrontait, non plus avec peur, mais avec une profonde pitié. « Monsieur Beaumont, » dit-elle calmement, d'une voix qui glaçait le sang, « plus vous parlez, plus vous démontrez ce que vous êtes. » Il se tourna vers elle, les yeux brûlants de haine. « Tu crois avoir gagné, hein? Que ce petit théâtre change quelque chose? Demain, les médias seront de mon côté. Je vais porter plainte pour diffamation. Je vais détruire tous les noms impliqués. Et toi, Amélie, toi, tu vas disparaître, comme les insignifiants disparaissent toujours. » Elle maintint le regard, imperturbable. « Monsieur peut acheter des journaux, des avocats de luxe, mais il ne peut pas acheter ce qui est en direct. La vérité est déjà sortie d'ici. » Victor sourit avec dédain, essuyant la sueur de son front du revers de la main. La vérité est la version que l'argent répète jusqu'à ce qu'elle semble juste. Le public réagit avec des murmures d'indignation collective. Une femme commenta à haute voix « Il n'essaie même plus de le nier. » Victor, réalisant qu'il perdait son auditoire, tenta de renverser le jeu désespérément. « Vous tous me connaissez depuis des années. Vous achetez mes vins, fréquentez mes événements exclusifs. Pensez-vous vraiment que moi, un bienfaiteur de la ville, j'ai planifié un assassinat? C'est absurde. Cette femme ment pour se venger d'un renvoi mérité. » Il frappa sur la table du poing, haussant le ton jusqu'à presque crier. « Si c'est la justice que vous cherchez, regardez autour de vous. Où sont les preuves physiques? Où sont les documents originaux? C'est juste du bruit, une mise en scène. Rien ici n'est réel. » Amélie, encore immobile, s'approcha lentement de la scène improvisée. « Alors asseyez-vous, » dit-elle avec autorité. « Je vais vous montrer ce qui est réel. » Elle monta les marches d'un pas ferme. Paul ajusta le micro et fit un signe discret, tout enregistré parfaitement. Sur les écrans répartis dans le salon, les images commencèrent à changer. Maintenant, elles montraient les fichiers originaux de l'enquête policière et privée. « Mesdames et messieurs, » commença Amélie, la voix ferme, mais chargée d'une émotion contenue. « Voici les preuves qu'il a demandées. » Le premier fichier était une vidéo. La réserve du restaurant, Julien parlant au téléphone avec une clarté totale. Sa voix nette et précise. La livraison viendra directement de Lisbonne. Le paiement sera divisé comme convenu. Victor blêmit mortellement. « Ça peut être trafiqué, deepfake !» cria-t-il. « Plus tard peut-être, mais à cet instant, » répondit Amélie, tournant le regard vers les spectateurs et les caméras. C'est transmis directement depuis les serveurs de sécurité du restaurant. Rien ici n'a été édité. L'un des journalistes cria du fond. L'audio ambiant confirme la correspondance sonore exacte du local. Elle continua l'attaque implacable. Le second fichier était le rapport du laboratoire indépendant. Les images montraient des fioles et des données techniques complexes. La légende clignotait sur l'écran géant. Substance trouvée dans le vin. Neurotoxine cardiaque à action lente. Victor tenta de bouger pour l'arrêter, mais Paul bloqua discrètement le passage de son corps massif. Monsieur voulait de la transparence. On la lui sert. Le public retint son souffle,
horrifiée. Amélie présenta alors le troisième document. Les conversations de messagerie. Les phrases en majuscules flottaient sur l'écran. Chacune une sentence de condamnation irrévocable. VB. Assure-toi que tout semble naturel. Personne ne doit relier le vin à la mort. Julien. Bien reçu. La bouteille sera livrée demain, table d'honneur. Les murmures augmentèrent jusqu'à devenir une clameur. Un investisseur se leva, furieux. Vous avez tenté d'empoisonner votre propre associé, Victor. Ça va finir avec nous tous. Victor cherchait ses mots, la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau, mais rien ne sortait. Il tenta de rire, mais le son sortit rauque et pathétique. Vous ne comprenez pas, c'était juste une frayeur, juste une façon de négocier du pouvoir dans l'entreprise. Amélie l'interrompit, levant une dernière preuve physique, la clé USB originale dans sa main. Monsieur planifiait cela depuis des mois. Le poison, les virements bancaires vers des paradis fiscaux, le show de bonté publique après la mort annoncée. Et quand j'ai interrompu, il a préféré me détruire moi plutôt que d'admettre son échec. Victor cria hors de contrôle. « Ferme ta gueule !»« Non !» répondit-elle, ferme et résonnante. « Cette fois, le silence n'est pas le mien. » L'air sembla se fendre en deux. Les invités commencèrent à appeler avec leur portable, à filmer frénétiquement, à tout enregistrer pour la postérité. Des rumeurs couraient de table en table comme un feu de forêt. « C'est monstrueux !» dit une vieille dame, se levant avec difficulté. « Vous riez pendant que vous planifiez un assassinat de sang-froid. » Victor tenta de sortir, mais les gardes de sécurité lui barrèrent le passage à la porte principale, désormais instruit par la police, qui prenait déjà le contrôle du local après l'alerte. Amélie fit un pas en arrière, le visage étrangement calme. « Monsieur Beaumont, vous m'avez demandé une fois ce qui différencie les gens comme moi de vos gens. Maintenant, vous savez, nous n'avons pas besoin de mentir pour paraître puissants. » Le silence fut profond, presque sacré. Même les caméras semblaient attendre le prochain son. Victor, sans réaction possible, regarda autour de lui, essayant de trouver un soutien, un allié. Il ne trouva personne. Le sourire qui soutenait son empire se défit. L'empire entier commençait à s'effondrer devant les preuves irréfutables. Le salon plongea dans un silence presque surnaturel. Certaines coupes tremblaient dans les mains des invités, d'autres tombaient sur les tables, versant du vin comme du sang sur le lin blanc immaculé. Le son semblait distant, étouffé, comme si la réalité était filtrée par un rideau invisible. Tout le monde regardait Victor, l'homme qui jusqu'à il y a quelques minutes représentait le sommet du succès et du pouvoir, maintenant dépouillé de son aura, fragile, haletant. L'un des entrepreneurs se leva, visiblement nerveux. « C'est absurde. Quelqu'un doit appeler la police. » Un autre répondit d'un ton bas et grave. « Ils sont déjà là. » De fait, les gyrophares bleus et rouges des sirènes commencèrent à briller dehors, se reflétant dans les baies vitrées. La police avait été prévenue par la presse qui transmettait l'événement en direct. Victor tenta de parler, mais sa voix sortit rauque, tremblante, méconnaissable. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est une erreur, un coup d'État contre moi. » Le public réagit de manière divisée. Certains criaient indignés, d'autres s'éloignaient simplement, avec un mélange de dégoût et de peur sur leur visage. Une dame, auparavant son amie intime et associée, haussa la voix. « Nous croyons en toi, Victor. Et regarde ce que tu as fait à nous tous. » Il chancela, perdant l'équilibre. « J'ai fait ce que je devais faire. »« Assassiner un associé est une nécessité maintenant ?» rétorqua quelqu'un avec sarcasme. Le murmure grandit en une vague inarrêtable. Des gens commencèrent à filmer les uniformes de la police, entrant dans l'enceinte. Des caméras furent levées, des micros poussés, des reporters hurlaient des questions en l'air. Julien, le sommelier, se recroquevilla essayant de s'échapper par la porte latérale. Il fut retenu par un policier robuste avant de pouvoir franchir le seuil. « J'ai juste suivi les ordres !» cria-t-il, la voix brisée par la panique. « Les ordres de qui ?» questionna l'agent avec dureté. Son regard croisa celui de Victor, demandant de l'aide désespérément. Mais le millionnaire détourna le regard, le cœur glacé.
C'est lui qui m'a envoyé, hurla Julien, le pointant du doigt tremblant. Il a tout planifié, c'était son idée, je le jure sur ma vie. La foule réagit avec effroi devant la trahison. Victor cria en retour hors de lui. Menteur, c'était pour tester le produit, juste ça, une démonstration scientifique. Plus personne ne le croyait. Amélie observa la scène dans un silence absolu. Par instants, elle éprouva de la pitié. L'homme devant elle se défaisait en ruine lentement, perdant même le contrôle de sa propre version de l'histoire. Le salon empestait la peur et la honte, un mélange âcre qu'elle n'oublierait jamais. Le commandant de la police avança d'un pas ferme. « Monsieur Victor Beaumont, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide, fraude massive et obstruction à la justice. » Victor fit 2 pas en arrière, niant de la tête. « Personne ne me touchera. » Quelques secondes plus tard, 2 agents le saisirent fermement par les bras. Il lutta encore, pathétique. « Je suis Victor Beaumont, j'ai financé des campagnes politiques, j'ai construit tout ça, aucun de vous n'existerait sans moi. » « Maintenant, c'est vous qui n'existez plus pour eux, » dit Amélie, sans hausser la voix, mais avec une clarté dévastatrice. Les policiers emmenèrent Julien juste derrière lui. Le salon, pris par la presse, enregistrait chaque seconde de l'effondrement. Les murmures se transformèrent en applaudissements timides au début, puis fracassants, non de célébration, mais d'une catharsis collective nécessaire. La chute fut aussi rapide que l'ascension. Dans la cour illuminée du restaurant, Victor tentait encore de se justifier, tandis que les menottes se refermèrent sur ses poignets. La sueur coulait sur son visage, tachant le col de sa chemise en soie. « C'est un malentendu, je le jure. Ces preuves sont fausses, c'est un montage. » Mais alors, un cri surgit de la foule massée dehors. « Et les messages, Victor? Et ta voix? Vas-tu le nier jusqu'à la fin ?» Il ferma les yeux, respirant avec une difficulté extrême. Quand il les rouvrit, son regard était distant, brisé de l'intérieur. « Vous n'avez jamais compris ce que signifie être au sommet, » murmura-t-il pour lui-même. « Être admiré, envié, haï, tout cela a un prix. » Les flashs explosèrent comme des éclairs dans un orage. Amélie observait de loin, abritée sous l'auvent de l'entrée. Paul était à ses côtés, fidèle comme une ombre. « Tu crois qu'il va vraiment payer pour tout ?» demanda-t-il à voix basse. « Peut-être pas de la manière qu'il méritait, » répondit-elle, regardant l'homme être introduit de force dans la voiture de police, mais au moins, aujourd'hui, il n'a acheté le silence de personne. Tandis que la voiture s'éloignait lentement avec les sirènes allumées, les lumières bleues se reflétaient dans les vitres mouillées par la bruine. Victor regarda une dernière fois vers le restaurant qui avait symbolisé son empire. Les caméras capturèrent de son expression finale, non de rage, mais d'un vide abyssal. Un empire s'effondrant à l'intérieur de son propre créateur. Là-dedans, les invités tentaient encore de traiter ce à quoi ils avaient assisté. Le directeur Lefebvre, pâle et en sueur, observait depuis le comptoir, la voix bloquée dans la gorge. Une des reporters s'approcha d'Amélie, micro au poing, demandant une réaction en direct. « Qu'aimeriez-vous dire maintenant, Amélie ?» Elle prit quelques secondes avant de répondre, regardant la caméra. « Que la vérité, quand elle arrive, ne demande pas la permission. Et même si elle fait mal, elle nettoie tout ce que la peur a essayé de cacher. » Le public, épuisé de tant de mensonges, resta dans un silence respectueux. Un jeune serveur, tremblant, commença à ramasser les fragments de verre par terre. Amélie se baissa et l'aida sans échanger un mot, juste avec un geste de solidarité. Dehors, le son des sirènes commença à disparaître dans la distance de la nuit. Là, dans le même salon où elle avait été humiliée, ce bref silence était la conséquence finale de mois de douleur accumulée. Non la joie de la victoire, mais une respiration profonde après la tempête. Paul la regarda avec admiration. « C'est fini. » Amélie répondit à voix basse, presque pour elle-même. « Non, ça ne fait que commencer pour moi. Maintenant, il ne peut plus faire taire personne. » Elle se leva, respirant l'air froid et propre qui entrait par les portes ouvertes. Le bruit des caméras, le murmure des gens, le son rythmé de la pluie.
Tout se mélangeait dans une mélodie étrange de libération. À cet instant, le pouvoir n'avait plus de maître. Et le silence qui vint après fut le son de l'empire de Victor Beaumont s'effondrant, brique après brique, sous le poids écrasant de la vérité qu'il avait tenté de cacher. L'aube suivante semblait différente, plus lumineuse. Le soleil se levait paresseux, teignant la ville de tons dorés qui contrastaient avec le gris plombé des dernières semaines. Amélie marchait dans la rue presque vide, le son distant des klaxons se mêlant au murmure des feuilles des arbres. La ville se réveillait silencieuse, et elle, pour la première fois depuis longtemps, sentait le silence comme un repos mérité, pas comme un vide existentiel. Le restaurant Le Grand Palais était fermé et barricadé. Les portes scellées par la police, les vitres couvertes de rubans jaunes, accès interdit. Sur le sol de l'entrée, restaient encore des marques décolorées, des positions des caméras et des projecteurs de l'événement qui avait fini en tragédie. Elle s'arrêta sur le trottoir, observant le reflet de son propre visage dans la vitre fissurée de la porte. Il n'y avait plus de peur là, seulement une sérénité fatiguée mais ferme. Paul arriva quelques minutes plus tard, apportant 2 tasses de café fumant dans des gobelets en papier. « J'imaginais que tu viendrais ici, » dit-il, lui tendant l'une des tasses avec un sourire. Amélie sourit légèrement. « Je crois que j'avais besoin de le voir de mes propres yeux, voir que c'est vraiment fini. C'est vraiment fini. La police a tout confirmé ce matin. Le labo, les messages, l'audio de la réserve. La presse ne parle que de ça. Il passera de longues années à l'ombre. » Elle tint le gobelet chaud entre ses mains, laissant la vapeur lui caresser le visage. « C'est curieux. Je ne sens pas de soif de vengeance, juste de la paix. »« Tu es le bon type de justicière, » répondit-il avec un demi-sourire de fierté. Pendant un instant, les deux restèrent silencieux, observant l'enseigne cassée se balancer au vent léger. Ce lieu qui avait été le théâtre de sa plus grande humiliation était maintenant le symbole de quelque chose de beaucoup plus grand. « Ah, tu sais, » dit-il rompant le silence, « le propriétaire du journal local veut t'interviewer. Il dit que les gens ont besoin d'écouter ton histoire complète. » Amélie détourna le regard vers l'horizon lointain. « Je ne sais pas si je veux encore parler de ça. J'ai assez parlé. Je préfère avancer avec ma vie. »« Et où iras-tu ? » ?»« Où la vérité m'appellera. » Des jours plus tard, la ville retournait à sa routine habituelle, mais les rues portaient encore les échos du scandale du siècle. Aux journaux télévisés, les commentateurs débattaient animément sur l'éthique, la corruption, le pouvoir démesuré et la culture de la peur. Les visages qui avant adulaient Victor l'appelaient maintenant monstre et criminel. Amélie refusa toutes les demandes d'interviews exclusives. Elle préféra l'anonymat et accepta un emploi modeste dans un café accueillant du centre, où l'ambiance était légère, les rires étaient sincères et l'odeur de pain fraîchement sorti du four remplaçait le parfum suffocant de vin trop cher. Là, elle se sentait à l'aise, invisible dans la juste mesure. Elle passait les matinées à servir aux tables avec un sourire réel, écoutant des histoires quotidiennes et les après-midi à écrire sur un vieux carnet qu'elle gardait dans son tablier. Un jour, un client fit tomber une serviette et elle se baissa gentiment pour la ramasser. C'était un monsieur aux cheveux argentés et au regard curieux. « Vous êtes la fille du restaurant, n'est-ce pas? Celle de l'affaire de la télévision ?» Elle sourit, timide. « Je l'ai été, oui. Je suis heureux que vous ayez eu le courage. Les gens comme ça sont rares de nos jours. Ma fille travaille dans un hôpital. Elle a vécu quelque chose de similaire. Elle a vu des gens puissants couvrir des erreurs médicales et n'a pas eu la force de dire quoi que ce soit. Vous l'avez inspirée. » Ces mots la touchèrent d'une manière inattendue et profonde. Pour la première fois, elle comprit que ce qu'elle avait fait n'avait pas été vain. « Merci, » dit-elle, simple, mais le cœur plein de gratitude. L'homme se leva, laissa un pourboire généreux et s'en alla avec un geste de respect. Amélie resta immobile quelques secondes, observant la tasse vide sur la table, avant de retourner au comptoir, l'âme plus légère. Par un après-midi de pluie légère, Paul apparut à nouveau. Il portait une veste usée,
et ce même regard tranquille de toujours. Le journal va lancer un documentaire, raconta-t-il, s'asseyant au comptoir. Ils veulent utiliser ta voix dans la narration. Ma voix? Oui, ils ont dit que le pays entier a besoin d'écouter quelqu'un qui a eu le courage d'arrêter un verre avant qu'il ne soit trop tard. Elle réfléchit un moment, regardant les gouttes de pluie couler sur la vitre de la fenêtre. Si ma voix peut rappeler à quelqu'un qu'il ne doit pas baisser la tête, alors ça en valait la peine. Paul sourit largement. Tu as changé, tu le savais. Ce jour-là, quand je t'ai connu, tu tremblais pour parler. Maintenant tu parles et le monde entier écoute. Peut-être que je n'ai plus besoin de crier. La vérité parle déjà toute seule. Les deux rirent doucement, un rire léger de complicité silencieuse et de véritable amitié. Après qu'il fut sorti, Amélie retourna nettoyer le comptoir avec calme. À la radio en fond, un animateur parlait de justice, du courage individuel en temps de peur collective. La phrase la fit s'arrêter, pensive. Tout changement ne commence pas avec le pouvoir. Parfois, il commence par un simple « ne buvez pas ça ». Elle ferma les yeux et respira profondément, sentant la signification de ces mots. Quelques jours plus tard, elle reçut une lettre officielle. L'expéditeur était le parquet qui suivait l'affaire de Victor Beaumont. Dedans, une simple note manuscrite d'une fonctionnaire du tribunal. Votre dénonciation a sauvé 3 autres associés. Ils ont trouvé des registres d'autres contrats falsifiés et des plans similaires. Il restera en prison pour de nombreuses années. Merci. Amélie plia la lettre avec soin et la mit entre les pages de son carnet. Elle ne pleura pas, mais sentit que quelque chose se dénouait dans sa poitrine. Un poids ancien, un écho de culpabilité qui s'obstinait encore à exister, se dissolvait. Cette nuit-là, elle sortit du café et marcha jusqu'à la place principale de la ville. Les lumières des réverbères se reflétaient dans les flaques et des enfants couraient avec des parapluies colorés sous la bruine. Elle s'assit sur l'un des bancs et observa le mouvement de la vie. Pour la première fois, elle se sentit partie du monde, et non une pièce cassée en dehors de lui. Un enfant vendant des fleurs s'approcha avec un sourire. « Vous voulez une rose, mademoiselle ?» Amélie sourit, sortant quelques pièces de sa poche. « Oui, je la veux. » Elle prit la fleur, respira son parfum frais et regarda le ciel nocturne. Des jours plus tard, par une matinée ensoleillée, une scène simple scella le nouveau cycle de sa vie. Une cliente impatiente entra dans le café, se plaignant à voix haute, poussa un plateau et hurla contre un serveur novice qui apprenait. Tout le monde s'arrêta pour regarder la scène embarrassante. Amélie quitta le comptoir, s'approcha avec un calme impressionnant et posa la main sur l'épaule du garçon, effrayé. « Tout va bien. Je m'en occupe. » La femme se tourna, irritée et hautaine. « Vous croyez savoir qui je suis ? » « Je n'ai pas besoin de le savoir, » répondit Amélie, ferme mais tranquille comme un lac. « Je sais juste que personne ici n'a besoin d'être traité en criant, pas même vous. » Le silence s'étendit dans le local. La femme, honteuse de la fermeté d'Amélie, baissa le ton et demanda pardon en murmurant. Amélie sourit et retourna à sa routine, tandis que le reste des clients échangeaient des regards d'admiration et de respect. À cet instant, elle réalisa, elle n'avait plus besoin de grandes batailles épiques pour prouver sa force. Le courage était maintenant partie de sa respiration quotidienne, douce, naturelle, permanente. En fermant le café, peu avant le coucher du soleil, elle s'arrêta sur le trottoir pour regarder l'horizon teinté d'orange. Le vent jouait avec les feuilles des arbres et le monde continuait, tournant. Amélie ajusta son tablier, arrangea son chignon et se murmura à elle-même. Un murmure que seule elle n'entendrait jamais. Tout pouvoir ne vient pas de l'argent. Certains viennent du cœur qui ne se tait pas. Elle sourit, prit le chemin de la maison et, pour la première fois, sentit que chaque pas la menait vers un avenir qui, bien qu'incertain, était finalement le sien et celui de personne d'autre. Et si c'était vous là-bas, à la place d'Amélie ? Seule, sans personne qui vous croit, luttant contre le pouvoir absolu, l'argent et la peur paralysante de tout perdre.
Combien de fois êtes-vous resté silencieux devant quelque chose de mal, juste parce qu'il semblait inutile de parler ou de lutter? Combien de fois avez-vous avalé la vérité pour ne pas être humilié, remis en question ou discrédité par les autres? Amélie a fait ce que presque personne n'aurait le courage de faire dans cette situation. Elle a affronté l'homme le plus puissant de la ville, a défié la culture du silence et a démontré que la vérité, aussi chère qu'elle coûte, est le seul chemin qui libère vraiment l'âme. Combien d'entre nous auraient cette même force intérieure? Pensez-y. Combien de personnes, en ce moment précis, sont réduites au silence, dans leurs travaux, dans leur propre maison, dans les lieux où la peur dicte encore les règles du jeu? Combien de Amélie existent là-dehors, montrées du doigt comme folles, arrogantes ou insolentes, juste parce qu'elles ont dit ce que personne ne voulait entendre? L'histoire d'Amélie n'est pas seulement sur un verre de vin empoisonné. Elle est sur chaque situation où quelqu'un de puissant croit pouvoir tout faire sans conséquence. Elle est sur chaque fois qu'un innocent est ridiculisé pour avoir dit la vérité nue. Si vous croyez que le courage n'a pas besoin de richesse et que la dignité vaut plus que n'importe quel costume cher de créateur, commentez juste un mot « oui ». C'est plus qu'un simple commentaire, c'est un cri de soutien pour qui, un jour, aura encore besoin de se lever contre l'injustice. Partagez cette histoire, envoyez-la à quelqu'un que vous savez avoir besoin d'écouter ça aujourd'hui même. Peut-être que ce message arrivera exactement à l'heure où quelqu'un est sur le point d'abandonner et changera le cap de la vie de cette personne pour toujours. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque histoire est un rappel vital que le mal peut même rire en premier, mais la vérité gagne toujours à la fin. Chaque nouvelle vidéo est un reflet des batailles que nous menons tous les jours, à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes. L'histoire d'Amélie peut s'être finie ici, mais ce qu'elle représente continue de vivre. Parce que tant qu'existeront des personnes assez courageuses pour dire « ne buvez pas ça », il existera de l'espoir dans le monde. Alors, laissez votre « oui » dans les commentaires maintenant, si vous croyez en la force inarrêtable de la vérité. Mais écrivez-le seulement si vous sentez vraiment dans votre poitrine le poids et le pouvoir de ces mots. À la fin, le courage n'est pas de crier plus fort. Le courage, c'est de rester debout, même quand tout le monde vous ordonne de vous taire.